Comme si, effectivement, il y avait une partie de nos histoires qui avait un peu fondu, dont on ne se rappelle plus. Parce que maintenant, pour faire des films de genre en France, c'est un peu compliqué. Ça redevient possible. Oui, ça Mais redevient. pendant pratiquement toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'était proscrit. C'était même pas, il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas de quoi que ce soit, simplement la culture n'était pas disponible. C'est-à-dire les producteurs, pour un producteur américain, la science-fiction n'a pas une valeur culturelle très haute, mais au moins il sait ce que c'est. Et quand il faut en faire, il s'adresse aux bonnes personnes. Enfin, dans la plupart des... C'est possible, voilà. Pour un producteur français, la plupart du temps, il ne sait pas ce que c'est, et donc son intervention sur les projets est catastrophique en termes culturels, de qualité, et dans le meilleur des cas, il dit alors il faut essayer de faire un truc à l'américaine. Et je pense que c'est, comment dire, ce qui vaut pour les super-héros vaut par généralisation pour la SF et pour le fantastique. C'est pas qu'on est trop cartésien, je pense que c'est une reformulation. Oui, tout à fait. C'est une reformulation. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que la figure du surhomme, qui était le thème central de la science-fiction française d'avant-guerre, le thème de la fin du monde, le thème de l'engin génial et miraculeux, tous ces thèmes ont été affectés d'un signe moins au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Le thème du surhomme, c'est le thème central de l'idéologie nazie. Le thème de l'engin miraculeux, du V2, de la conquête de l'espace, tout ça, c'est les armes de destruction massive. Le thème du prodige scientifique, après avoir été écrasé 2 fois par les gaz, les obus, dans un pays qui était encore majoritairement rural, est devenu affecté aussi d'un signe moins. Bref, ce qui était dans l'entre-deux-guerres encore un destin possible de l'activité romanesque et de l'imaginaire français, même si réservé à... alors dans sa partie élaborée à une élite littéraire, et dans sa partie pour le grand public des feuilletons, essentiellement pour enfants ou pour ados, il y a quand même quelques très très grandes œuvres. D'un seul coup, tout ça s'est retrouvé affecté d'un gigantesque signe moins. Et je pense qu'à l'échelle, est-ce que ça a un sens de dire ça? J'en sais rien, c'est projeter des schémas de type psychanalytique sur une population. Mais Jung l'a fait, on peut le faire. Je pense qu'en fait, la culture française a refoulé cette partie d'elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, plutôt que d'accepter qu'elle ait pu, elle aussi, entretenir des rêves de grandeur, de surhumanité, comme les nazis, elle a préféré oublier tout ça en disant non, les Américains ont fait cet aspect des choses, nous, on n'a jamais fait ça. Moi, je suis un peu plus spécialisé dans le cinéma que dans la bande dessinée, et quand je rencontre des réalisateurs, souvent, ils pointent du doigt la nouvelle vague. Ouais. Ça fait quand même, ça fait quelque part du tort oui, mais alors, à leur genre, aux gens qui défendent. Dans le discours que tu décris, que je connais assez bien, la nouvelle vague est accusée d'avoir saboté la narration cinématographique en tant que telle, pas seulement les genres, la narration. Ce qui est un paradoxe d'ailleurs, parce que quand on regarde les héros de la nouvelle vague, que ce soit la fascination de Truffaut pour Hitchcock, ou celle de Chabrol, mais était-il vraiment la nouvelle vague pour Fritz Lang, on a quand même affaire à Hitchcock, Fritz Lang, si on veut des créateurs, un anglais, un allemand, qui ont quasiment inventé le thriller et la science-fiction au cinéma. Bon, mais c'est vrai que reformulé par la nouvelle vague, ça donne Alphaville. Ce qui est très... Voilà. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur la nouvelle vague, mais c'est... on oublie toujours que comment dire, la liberté qu'on gagne se paye d'autres choses. C'est-à-dire que la nouvelle vague a libéré des choses, a libéré le récit cinématographique d'une certaine qualité française, comme on disait à l'époque, un récit un peu plan-plan, sur des valeurs bourgeoises, très conventionnelles, qui avait produit de grands chefs-d'œuvre, mais qui avait aussi peut-être touché ses limites, et qu'il faut toujours en passer par une phase révolutionnaire pour amorcer le cycle suivant. C'est des sujets complexes, d'histoire culturelle, et ça dépend en fait on fait toujours la théorie de ce qu'on aime et de ce qu'on est. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui s'estime descendre, moi, je sais pas, un cinéaste contemporain français que j'aime beaucoup, comme Desplechin par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils mettent la nouvelle vague aux gémonies, ils doivent plutôt s'en revendiquer, ou en tout cas dire qu'ils se sont en affinité avec. Desplechin, c'est un putain vraiment dans l'histoire.
Donc c'était juste une petite parenthèse. Non, mais c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on c'est vrai que dans la culture française, mais c'est pas de. C'est vraiment pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Je connais des textes de 1900 qui paraissaient dans l'agitation du laboratoire romanesque parisien au Mercure de France ou dans des préfaces de romans ou quoi, ou même au tout début de la NRF, où déjà les théoriciens français du roman se disent mais pourquoi les Anglais ont Stevenson et pas nous? Pourquoi ils ont pourquoi est-ce qu'ils ont l'art du roman et pas nous? Quand est-ce qu'on l'a perdu? Et c'est des vraies questions, ça. Il y a une angoisse française sur la production romanesque, sur l'art du conte, qui est très ancienne.